Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne construisit davantage de chasseurs de chars que de chars eux-mêmes, et presque aucun d'entre eux ne fut planifié. C'était des réactions. Un nouveau char ennemi apparaît, impossible à détruire. On panique, on trouve un canon plus puissant, on le boulonne sur le premier châssis disponible et on envoie le tout au front. Et ce qui sortait de ce processus allait de la camelote improvisée bon marché bricolée avec des boucliers de canon et de l'optimisme aux véhicules blindés les plus puissants jamais construits. Certaines de ces solutions étaient brillantes, d'autres des catastrophes, et parfois les deux à la fois. Alors aujourd'hui, nous vous racontons toute cette histoire, l'une après l'autre, jusqu'au bout. Et tout commence avec un problème qui, presque par accident, créa la première chose qui allait se révéler être le meilleur chasseur de chars de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, chaque grande offensive se heurtait au même problème. L'infanterie avançait. Elle perçait la première ligne de tranchées, peut être la deuxième, puis s'enlisait parce que l'artillerie qui l'avait amenée là ne pouvait pas suivre. Les canons de campagne hippomobiles pesaient des tonnes et tentaient de traverser un terrain retourné en paysage lunaire par leurs propres obus. Et les communications entre les gars à l'avant, qui avaient besoin d'appui-feu, et les batteries d'artillerie positionnées à 2 km derrière n'étaient jamais vraiment fiables. Ce qui se répétait donc encore et encore, c'est que les troupes d'assaut avançaient au-delà de la portée de leurs propres canons, et se retrouvaient à découvert face à des positions fortifiées. Elles mouraient, en nombre effarant pour cette raison. Après la guerre, des officiers allemands passèrent des années à réfléchir à comment se déroulerait la prochaine. Et l'idée qui revenait sans cesse était que l'infanterie avait besoin de sa propre arme d'appui-feu direct blindée et mobile. Quelque chose qui puisse physiquement avancer avec les fantassins. Tout en bâtissant ce qui deviendrait le Blitzkrieg. Les Allemands voulaient résoudre ce problème précis avec un concept qu'ils appelèrent l'artillerie d'assaut. Et c'est là que toute cette histoire commence. Voici la situation de l'arme blindée allemande au déclenchement de la guerre. Parce qu'il faut comprendre comment ce système était censé fonctionner avant de comprendre comment il s'est effondré. Les Allemands voulaient une arme pour traiter les chars ennemis et une autre pour soutenir l'infanterie avec des obus explosifs. Deux rôles clairement séparés. Le tueur de chars, c'était le Panzer III. Il emportait un canon à haute vélocité de 7 cm, le Quaveka 36, de même calibre que le canon anti-char remorqué PaK 36 de l'infanterie. Et compte tenu du blindage qui existait à l'époque, le 37 mm faisait parfaitement l'affaire. L'anneau de tourelle du Panzer III a été délibérément dimensionné pour accepter un canon de 50 mm qui était déjà prévu comme prochaine étape. Le rôle de soutien de l'infanterie nécessitait un calibre plus grand pour la puissance explosive. C'était le Panzer IV qu'ils appelaient le véhicule d'accompagnement. Il était destiné à avancer aux côtés des Panzer III et à éliminer tout ce qui n'était pas un char ennemi. Il emportait un canon court de 75 mm. Essentiellement un obusier sur chenille conçu pour balancer des obus explosifs dans les bunkers, les positions de campagne, bref, tout ce que l'infanterie voulait faire disparaître. Et puis il y avait le troisième véhicule, le Stug 3, un canon d'assaut automoteur construit sur le châssis du Panzer III, mais au lieu d'une tourelle, il possédait une superstructure fixe, un caisson blindé bas appelé casemate. Il emportait le même canon court de 75 mm que le Panzer IV. Le Panzer IV et le Stug droit étaient censés accomplir la même mission, démolir les bunkers, soutenir l'infanterie, rester dans le rythme de l'avance, essentiellement de l'artillerie d'escorte blindée. La différence tenait à la façon dont il portait le canon. Le Panzer IV avait une tourelle pivotante qui permettait d'engager des cibles dans n'importe quelle direction. Le Stug Dri ne pouvait viser qu'à environ 12 degrés de chaque côté. Pour tout ce qui dépassait, il fallait faire pivoter l'ensemble du véhicule. Mais sans tourelle, il était moins cher à construire. Il était plus bas sur le terrain, plus difficile à repérer. Et on pouvait lui mettre un blindage frontal plus épais pour le même poids total. Des compromis. Voilà donc le système au début de la guerre. 3 véhicules, 2 missions. Tuer les chars ennemis, soutenir son infanterie. Logique, conçue pour un monde où les chars adverses avaient un blindage léger et où le 37 mm suffisait à les traiter. Ce monde-là dura environ 8 mois. Le problème, c'est que les chars devenaient plus lourds et leur blindage plus épais. Et ce canon allait bientôt se gagner un surnom. Le frappeur de porte. Un canon qui frappait poliment sur le blindage ennemi et rien de plus. Les premiers signaux d'alarme apparurent dès l'invasion de la Pologne. Certains chars mieux blindés, comme les Hotchkiss H-35 français présents avec les forces polonaises, encaissèrent plusieurs impacts et continuèrent à avancer. Mais la Pologne tomba si vite que le problème fut facile à balayer sous le tapis. La France, c'était une toute autre histoire. Les équipages anti-chars allemands découvrirent très rapidement que leurs canons étaient pratiquement inutiles contre les meilleurs blindés alliés. Le Charbonne français avait 60 mm de blindage frontal et s'avéra presque totalement immunisé contre le PaK 36.
il y a un incident célèbre où un seul char Bonn baptisé Eurataka et détruisit 13 chars allemands fut touché 140 fois sans qu'un seul coup ne traverse son blindage. Le Matilda II britannique était tout aussi coriace, voire pire. 78 mm de blindage frontal, plus du double de ce que le Pak 36 pouvait percer à n'importe quelle portée. Les forces allemandes durent improviser. Elles recoururent à des tactiques de débordement et firent entrer les canons anti-aériens de 88 mm dans le rôle anti-char parce que c'étaient les seules armes qui pouvaient réellement détruire ces engins. Mais les 88 étaient rares au niveau divisionnaire. Ils étaient énormes, difficiles à déplacer et jamais conçus pour cette mission. On ne pouvait pas donner à chaque division d'infanterie faisant face à des blindés ennemis un canon anti-char de 88 mm et appeler ça une solution. L'Allemagne avait besoin de mieux, et vite. Même avant le début de la campagne de France, les planificateurs allemands avaient déjà reconnu que le Pak 36 ne serait pas suffisant contre les chars français bien blindés. Le Pak 38 de 5 cm, qui aurait représenté une amélioration significative, était encore en développement et loin d'être prêt pour la production en série. Ils inventèrent donc un bouche-trou. Ils prirent des canons anti-chars tchécoslovaques capturés de 4-7 cm, disponibles en grand nombre, et les montèrent sur le châssis du Panzer I léger. Le Panzer Ier était déjà assez obsolète comme char de combat à ce stade, armé de 2 mitrailleuses seulement et faiblement blindé, mais disponible en nombre. Le concept était simple, retirer la tourelle du Panzer Ier, fixer le canon anti-char tchèque sur un affût central, protéger l'équipage derrière un bouclier de canon, et le résultat fut le Panzerjäger Ier, le premier chasseur de chars allemands spécifiquement construit pour ce rôle. Ne vous moquez pas. C'était encore le tout début, et vous allez voir à quelle vitesse, et peut être plus intéressant encore, de façon parfois absurde, ce concept allait évoluer. L'équipage comptait 3 hommes. Un pilote enfermé dans la coque, un tireur et un chargeur-chef de char se tenant dans le compartiment de combat à ciel ouvert, exposé de la ceinture vers le haut derrière un bouclier de seulement 14 mm de blindage. Pour les équipages anti-chars allemands qui avaient passé des semaines à regarder leurs obus de 37 mm rebondir sur les chars ennemis, le Panzerjäger fut d'abord un soulagement. Mais les problèmes apparurent immédiatement, ce qu'on aurait sans doute pu prévoir en mariant un char obsolète à un canon anti-char obsolète. Le canon continuait à peiner sérieusement au-delà d'une portée quasi nulle. Cependant, l'idée de fusionner char et canon anti-char était intéressante, et les Allemands allaient jouer avec elle pour voir jusqu'où ils pouvaient la pousser. Le problème, c'est qu'à l'été 1941, l'Allemagne faisait face à une crise anti-char bien plus grave que tout ce qu'elle avait rencontré en France. Quand l'opération Barbarossa débuta, l'invasion de l'Union soviétique, le renseignement allemand avait presque complètement raté l'existence des chars soviétiques Kavoun et 34, ou du moins leur présence en nombre réellement problématique. Ils pensaient que ce serait un scénario similaire à la France, un petit nombre de chars bien blindés que les tactiques et la puissance aérienne pourraient compenser faute de puissance de pénétration. Ils avaient tort. Dès le 2e jour de l'invasion, les unités allemandes commencèrent à rencontrer quelque chose de totalement différent. Les 45 mm de blindage du 34, incliné à 60 degrés, offraient une protection effective équivalente à environ 90 mm de plaque verticale. Les obus de 50 mm ricochaient au-delà de 500 mètres. Le Kavoun était encore pire. 75 mm de blindage tout autour, parfois davantage à certains endroits, le rendant pratiquement invulnérable à toutes les armes standards allemandes. Le canon de 50 mm, qui commençait tout juste à remplacer le 37 sur le Panzer III, était pratiquement inutile sous n'importe quel angle face au Kavoun. Les chars soviétiques encaissaient des dizaines de coups avant que quelque chose ne finisse par lâcher et contraigne l'équipage à s'extraire. On rapporta de nombreux cas d'avancées complètement indifférentes aux tirs anti-chars, détruisant des chars allemands, écrasant les canons anti-chars et abattant les servants à la mitrailleuse. Ce fut un véritable choc, et les chars soviétiques étaient aussi bien plus nombreux que les Allemands ne l'avaient prévu. Voici ce qui se passa ensuite. Le 50 mm représentait la limite absolue de ce que l'anneau de tourelle du Panzer III pouvait physiquement accepter. En 1942, le Panzer III était une impasse comme char de combat. Il continua à être produit un certain temps, et la version finale montait ironiquement le même obusier court de 75 mm dont le Panzer IV se débarrassait, échangeant essentiellement les rôles et devenant un véhicule d'appui infanterie. La production s'arrêta entièrement en 1943. Mais le châssis du Panzer III, qui était éprouvé, fiable et déjà produit en série, avait une deuxième vie devant lui, car c'est sur ce châssis qu'était construit le Stugge III. Le Panzer IV, en revanche, avait quelque chose que le Panzer III n'avait pas. Un anneau de tourelle plus grand. Il avait toujours été le véhicule plus grand, plus lourd,
et cet espace supplémentaire signifiait qu'il pouvait physiquement accepter un canon bien plus puissant que le Panzer III n'en avait jamais été capable. L'arme qu'on lui donna fut une version montée sur véhicule du puissant nouveau canon anti-char 7, 5 cm pack, 40 de Rheinmetall. Et ce canon pouvait percer le T, 34 de face, à des portées dépassant 1000 mètres. Le Panzer IV allait devenir le cheval de bataille principal des Allemands. La chose la plus proche d'un char de combat principal dans la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons ici. Ce qui compte pour cette histoire, c'est ce que les Allemands firent pendant que le Panzer IV était modernisé parce que la crise ne pouvait pas attendre. Ils comblaient à nouveau les trous avec des canons anti-chars de 88 mm qui étaient à nouveau rares et loin d'être suffisants pour résoudre le problème sur l'ensemble du front. Il leur fallait une solution immédiate. Et ce que l'Allemagne avait là, maintenant, ce qu'elle pouvait produire immédiatement, c'était des châssis de chars obsolètes, des canons anti-chars puissants et une idée déjà expérimentée qui semblait pouvoir fonctionner. Quand les Allemands occupèrent les territoires soviétiques, ils capturèrent environ 1300 canons de campagne soviétiques de 76 mm. Ceux-ci pouvaient être rechambrés pour tirer la cartouche allemande PaK 40, qui avait une vitesse initiale bien plus élevée et était un vrai projectile anti-char. Ils y parvinrent, et le résultat fut un canon capable de détruire n'importe quel char du monde à la portée de combat standard. Voilà le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'était n'importe quel châssis disponible. Des tracteurs d'artillerie chenillés français Lorraine capturés se révélèrent pratiques. Les Allemands en avaient environ 300 parmi de nombreux autres véhicules qu'ils combinaient soit avec leurs propres canons anti-chars, soit avec ces canons capturés convertis, créant plusieurs sous-variantes du même concept de base. Environ 170 tracteurs Lorraine furent convertis avec le 7, 5 cm PaK 40, montés dans une superstructure ouverte légèrement blindée, avec un maximum de 12 mm de blindage. C'était le Marder I. Le Marder II utilisait le châssis du Panzer II, un autre char léger allemand devenu obsolète comme véhicule de combat. Le Marder III, construit sur le fiable châssis tchécoslovaque du Panzer 38, était la version la plus nombreuse, déclinée en plusieurs variantes selon le canon utilisé et son mode de montage. Les canons fonctionnaient brillamment et représentaient une immense amélioration par rapport aux 37 mm précédents qui frappaient poliment sur le blindage. Ils pouvaient maintenant détruire de façon fiable n'importe quel char rencontré à portée significative. Mais chaque variante du Marder partageait le même problème fondamental. L'équipage était exposé. Le compartiment de combat était à ciel ouvert, avec un blindage mince sur l'avant, et les côtés 10 à 15 mm au maximum, suffisant pour arrêter des projectiles d'armes légères, et peut être des éclats d'obus, mais rien de plus. L'équipage se tenait dans ce caisson ouvert sur un châssis trop haut, posté dans la steppe de l'Est, visible de loin par les servants ennemis. Le moindre tir d'artillerie ou d'obus de mortier tombant à proximité arrosait le compartiment d'éclats. Les fusils anti-chars soviétiques traversaient le blindage comme du papier de soie. Et ne pensez même pas aux combats urbains où quelqu'un pouvait littéralement vous lâcher n'importe quoi sur la tête depuis le dessus, comme dans Il faut sauver le soldat Ryan. Bien que les Marder aient été encore un autre bouche-trou, les Allemands savaient maintenant qu'ils avaient besoin de quelque chose de fiable et de durable parce que les chars alliés n'allaient nulle part. Ils ne faisaient que s'épaissir en blindage et arriver en plus grand nombre. Et les Allemands avaient déjà en service un autre véhicule qui allait se révéler bien plus adapté au rôle de tueur de chars, le canon d'assaut Stugge III. La même logique qui transforma le Panzer IV s'appliqua au Stugge III, mais avec une particularité qui le rendait encore plus significatif. Les Allemands développèrent le 7, 5 cm Stuka 40. Essentiellement la même arme que le nouveau canon du Panzer IV, adapté pour le montage en casemate, avec des cartouches légèrement modifiées pour une manipulation plus facile dans l'espace intérieur exigu. Et d'un coup, le Stugge III n'était plus une arme d'appui infanterie, mais un tueur de chars, et il apportait de vrais avantages. Une silhouette de seulement 16 mètres de hauteur, un blindage frontal plus épais pour le même poids, car le blindage ne devait protéger qu'une face fixe plutôt qu'une structure rotative. Les résultats furent immédiats. Les Stugge III commencèrent à détruire des centaines de chars soviétiques sur le front de l'Est, où le terrain leur était parfait, notamment pour les embuscades. Le Stugge III allait devenir le véhicule blindé à chenilles allemand le plus produit de toute la guerre. Plus de 10 000 unités construites, et selon les déclarations allemandes, il détruisit davantage de chars ennemis que les Panthers et les Tiger réunis. Ils avaient enfin la bonne solution durable, au lieu d'assembler comme Frankenstein n'importe quel canon et châssis traînant dans les hangars. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils allaient s'arrêter de le faire, loin de là, parce que ce que vous venez de voir, c'était seulement l'échauffement. Les Allemands avaient fait une découverte qui allait modeler le reste de la guerre.
Monter un puissant canon anti-char sur un châssis de char existant sans tourelle produisait un véhicule moins cher, plus bas et plus simple qu'un char. Et dans le combat défensif, qui était précisément ce que leur guerre devenait rapidement sur tous les fronts, il pouvait être bien plus meurtrier. L'Allemagne allait maintenant poursuivre ce concept sur chaque châssis disponible dans chaque catégorie de poids. Et les véhicules qui suivirent obéissent à un schéma clair. Chacun était soit une réaction à un problème précis sur le champ de bataille, soit une tentative de monter un canon encore plus gros sur quelque chose capable de le porter, soit une réponse d'urgence à une crise de production, et parfois les trois à la fois. Le pack 40 de 75 mm et ses cousins montés sur véhicules étaient bons. Ils pouvaient traiter le 34 de façon fiable et le caveau à portée modérée. Mais il y avait un problème à penser que le 75 mm suffirait pour la suite. Ce que les Allemands ne pouvaient pas garantir, c'est que ces canons tueraient tout ce que les Soviétiques aligneraient par la suite. Le renseignement allemand captait déjà des rapports sur des chars soviétiques plus lourds en développement. Et il y avait un autre problème qu'aucune modernisation en 75 mm ne pouvait résoudre, la portée. Sur la vaste steppe ouverte du front de l'Est, les engagements pouvaient débuter à 2, parfois 3 km. Et à ces distances, le camp capable de tuer à plus longue portée disposait d'un avantage énorme. Le 75 mm L, 48 était efficace jusqu'à environ 1500 mètres contre un T-34. Au-delà, la précision et la pénétration chutaient rapidement. L'Allemagne avait besoin de quelque chose qui puisse porter plus loin et frapper plus fort. Et l'arme capable de le faire existait déjà. C'était le canon anti-char de 8,8 cm, le fameux 88. Ce même canon qui tuait des chars depuis la guerre civile espagnole et qui s'était révélé l'arme anti-char la plus redoutée dans chaque théâtre où il avait fait son apparition. Les Allemands savaient déjà ce que ce calibre pouvait faire. La question était de savoir comment le placer sur une plateforme mobile spécifiquement conçue pour l'anti-char dès la conception. L'arme qu'ils développèrent fut le 8 cm Pack 43L 71, un canon anti-char dédié dérivé du Flak 41, mais avec un canon plus long et une vitesse initiale plus élevée. Avec une vitesse initiale dépassant 1000 mètres par seconde en tirant des projectiles perforants, il pouvait percer 190 mm d'acier laminé à 1000 mètres avec des munitions à corps en carbure de tungstène. Il pouvait détruire n'importe quel char du monde sous n'importe quel angle à des portées dépassant 2 km. Rien n'était à l'abri de ce canon. La version remorquée entra en service en 1943, mais elle avait un grave problème pratique. Elle pesait plus de 4 tonnes. Elle exigeait un important équipage. Les soldats la surnommèrent la porte de Grange à cause de son immense bouclier. La mettre en position de tir rapidement dans les conditions de combat était tout simplement impossible. On peut avoir le meilleur canon anti-char du monde, mais si on ne peut pas le déplacer là où il doit être et l'installer avant que l'ennemi soit sur vous, ça n'a aucune importance. La solution évidente était de placer le Pack 43 sur un châssis automoteur. Et c'est exactement ce qui se produisit, mais pas d'une façon propre et rationnelle. Cela se produisit de plusieurs façons différentes, sur plusieurs châssis différents, guidés par des exigences différentes, des pressions politiques différentes et des niveaux de désespoir différents. Il en résulta toute une famille de chasseurs de chars armés de 88 mm, allant des improvisations brillantes aux chefs-d'œuvre d'ingénierie en passant par les échecs catastrophiques, et parfois honnêtement les trois à la fois dans le même véhicule. Mais avant d'en arriver à l'un de ces véhicules, il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur le canon lui-même parce qu'il crée de la confusion jusqu'à aujourd'hui. Et si vous ne le clarifiez pas maintenant, rien de ce qui vient ensuite n'aura vraiment de sens. Quand les gens entendent le 88 allemand, ils pensent généralement à une seule arme, un seul canon. En réalité, il y avait deux canons de 88 mm complètement différents, et la différence entre eux était énorme. Ils partageaient le même calibre, le même diamètre d'arme de 88 mm, mais c'est là que la ressemblance s'arrêtait. Ils utilisaient des munitions différentes. Ils avaient des canons différents, et l'un était bien plus puissant que l'autre. Un équipage de Tiger 5 ne pouvait pas utiliser les munitions d'un Ashorn ou d'un Jacques de Panthère, et vice-versa. Voici comment cela se décompose concrètement. C'est plus simple que ça en a l'air, croyez-moi. Le premier 88 était le célèbre Flak 18, le canon anti-aérien en service depuis le début des années 1930. Quand vint le moment d'armer le char lourd Tiger 1, les Allemands adaptèrent ce canon anti-aérien pour le monter dans une tourelle. Le résultat fut le 8 cm KVK 36. Et le détail clé, c'est la cartouche qu'il tirait. Le boîtier en laiton qui contenait la charge propulsive mesurait 560 et 11 mm de long. C'est donc la cartouche 88X 560 et 11. C'est le canon du Tiger I, c'est la lignée du Flak 18. Voici maintenant les chasseurs de chars armés du Pack 43. Chacun une réponse différente à la même question.
comment rendre cette chose mobile et l'amener au front. Et puis, il y a un véhicule dont vous allez entendre parler qui portait quelque chose d'encore plus extrême, quelque chose qui faisait paraître le Pak 43 presque modeste. La première tentative de rendre le Pak 43 mobile fut le Nashorn, et il prit forme avec cette vitesse que seule l'urgence de temps de guerre peut produire. Un chasseur de chars correctement blindé sur un châssis lourd était encore loin de la production. Il fallait quelque chose maintenant, construit avec ce qui était disponible. Et à ce stade, vous pouvez probablement anticiper la formule. La solution fut de prendre le châssis Geschützwagen 3, 4 récemment développé, une plateforme hybride combinant des composants du Panzer III et du Panzer IV, et d'y monter le Pak 43 dans un compartiment de combat à ciel ouvert. Le véhicule fut initialement appelé Hornis, ce qui signifie frelon. Hitler le rebaptisa plus tard Nashorn, signifiant rhinocéros, apparemment parce qu'il avait le droit de nommer les choses. Ce qui sortit des usines était, par toute évaluation honnête, un compromis. Le canon était magnifique. Il pouvait détruire n'importe quel char allié à des portées bien au-delà de ce que l'ennemi pouvait riposter efficacement. Mais tout le reste du véhicule existait uniquement pour porter ce canon avec le minimum de poids et de complexité possible. Le blindage n'était que de 10 à 15 mm sur la superstructure. L'équipage se tenait exposé de la ceinture vers le haut et le véhicule présentait une silhouette haute et visible sur le champ de bataille. Les mêmes problèmes que les Marder. Ils avaient déjà vu ce qui se passait quand on plaçait des hommes derrière un mince bouclier de canon en terrain découvert. Et voilà qu'ils recommençaient, juste avec un canon plus gros. Et les résultats suivirent le même schéma. À longue portée en terrain ouvert, le Nashorn était meurtrier. Ses équipages détruisirent des centaines de chars soviétiques avec des confirmations de destruction à des distances extrêmes, comme un T-34 mis hors de combat à plus de 4000 mètres. Et il y a un incident bien connu dans les cercles d'histoire militaire, le tir sur le Pershing à Cologne en mars 1945. Un Nashorn détruisit à courte portée le seul Me-26 Pershing déployé en Europe à ce stade. Le canon faisait donc son travail. Mais dès que quelque chose s'approchait, dès que l'artillerie commençait à tomber ou que des avions apparaissaient au-dessus, ces parois minces et ce compartiment de combat exposé ne présageaient rien de bon pour l'équipage. La tentative suivante alla donc dans la direction exactement opposée, à l'autre extrême. Si le problème du Nashorn était un blindage insuffisant, le Ferdinand aurait un blindage comme rien d'autre sur le champ de bataille, et le résultat allait prouver que trop d'une bonne chose pouvait être tout aussi mauvais. L'histoire du Ferdinand ne commence pas par une exigence de chasseur de chars, mais par un appel d'offres pour un char. Quand les Allemands décidaient de ce qui allait devenir le Tiger Ier, deux entreprises soumirent des projets concurrents, Henschel et Porsche. Pour aller vite, l'approche plus conventionnelle de Henschel l'emporta, parce que la conception de Porsche utilisait une transmission hybride électrique à essence qui était tout simplement trop fragile et trop complexe pour la production en série. Elle fonctionnait sur un principe intéressant où des moteurs à essence actionnaient des générateurs, fournissant du courant à des moteurs électriques qui faisaient tourner les chenilles. Élégant en théorie et franchement intéressant du point de vue de l'ingénierie, mais en pratique c'était un cauchemar. Peu fiable, sujet à la surchauffe, et essentiellement tout ce qu'on ne veut pas sur un champ de bataille. Mais voilà où l'histoire prend un tour inattendu. Porsche, tellement confiant de remporter le contrat, avait déjà construit 91 coques et châssis avant que la décision ne tourne contre eux. Et mettre au rebut 91 châssis de chars lourds presque terminés en pleine guerre était impensable. Alors les Allemands revinrent à leur approche utiliser ce qu'on a, qui était à ce stade pratiquement une doctrine nationale, et les convertir en chasseurs de chars lourds. Une massive casemate fixe fut construite à l'arrière de la coque, logeant le même Pak 43 que le Nashorn, mais cette fois dans un compartiment de combat entièrement fermé et lourdement blindé. Le véhicule fut baptisé Ferdinand, d'après son concepteur, et Hitler voulait qu'il soit prêt pour l'offensive estivale à Koursk, et tous les efforts furent faits pour respecter cette échéance. Ce qui sortit de l'usine était, sur le papier du moins, une machine incroyable. Le Ferdinand pesait entre 65 et 70 tonnes, ce qui en faisait l'un des véhicules blindés les plus lourds en service nulle part à cette époque. Le blindage frontal était stupéfiant. La coque Porsche d'origine avait déjà 100 mm de plaque frontale, et une plaque supplémentaire de 100 mm fut ajoutée lors de la conversion, lui donnant 200 mm de protection frontale. Aucun canon de char allié en service en 1943 ne pouvait percer cela à aucune portée, et le canon pouvait faire tout ce que le Nashorn pouvait faire. Sur le papier, rien d'autre au monde ne pouvait lui rivaliser. En réalité, c'était une catastrophe en attente de se produire. Cette même transmission électrique à essence qui avait échoué lors des essais du Tiger ne se comporta pas mieux sous le stress d'un vrai combat. Les moteurs surchauffaient dans la chaleur estivale de la steppe russe.
Et le Ferdinand fut rapidement connu comme l'un des véhicules les plus peu fiables que les Allemands aient jamais envoyés sur le terrain. Il n'avait même pas de mitrailleuse, aucune arme de défense rapprochée d'aucune sorte. Vous avez construit un caisson blindé de 70 tonnes avec 200 mm d'acier frontal. Et si de l'infanterie ennemie s'approche, l'équipage n'a rien pour la repousser, sauf ouvrir les trappes et riposter avec les armes personnelles, ce qui contredit un peu l'idée de rester dans un caisson lourdement blindé pour commencer. Par-dessus tout ça, chaque franchissement de pont était un pari avec un véhicule de 65 tonnes que la plupart des structures n'étaient jamais conçues pour supporter. Chaque parcelle de terrain meuble était un piège potentiel. Et si vous vous retrouviez coincé, aucun véhicule de dépannage dans l'armée allemande ne pouvait vous sortir de là. Un Ferdinand en panne sur le terrain était le plus souvent un Ferdinand qu'on ne reverrait jamais. Il fut plus tard redessiné avec quelques améliorations, notamment l'ajout d'une mitrailleuse de coque et d'équipements plus fiables, et fut rebaptisé Elfan pour tenter de dissocier légèrement sa réputation du pire véhicule allemand qu'on associait au nom Ferdinand. Mais c'était fondamentalement la même chose. Alors que ces programmes de chasseurs de chars lourds avançaient laborieusement, une crise d'un tout autre genre frappa plus près de chez soi. Et celle-là n'avait rien à voir avec les chars ennemis, ni avec des canons insuffisants. Les bombardiers alliés frappèrent et détruisirent l'usine Alket à Berlin, qui était le principal fabricant du Stug 3. Les dégâts furent dévastateurs. La production du Stug 3, qui avait atteint 255 unités en octobre 1943, s'effondra à seulement 24 en décembre. C'était une urgence. À ce stade, le Stug 3 était le véhicule blindé le plus important de l'armée allemande. Pas le Tiger, pas le Panther. C'était le seul véhicule produit en nombre suffisant et détruisant assez de chars ennemis pour compter réellement au niveau opérationnel. La perte de son usine principale était une catastrophe qui nécessitait une solution immédiate. Hitler approuva donc une proposition de prendre la superstructure casemate complète du Stug 3 avec son canon de 75 mm et de la monter simplement sur la coque du Panzer IV à la place. Krupp fabriquait déjà des coques de Panzer IV et le passage fut donc relativement rapide. Le résultat fut le Stug 4, un véhicule qui n'avait jamais été planifié ni inclus dans aucune stratégie de conception à long terme et qui existait uniquement parce qu'une bombe avait touché la bonne usine au mauvais moment. Environ 1100 exemplaires furent finalement construits avant la fin de la guerre. Sur le champ de bataille, il se comporta essentiellement comme le Stug 3. Même canon, même rôle, même efficacité, juste posé sur une coque différente. La partie la moins spectaculaire de cette histoire met un exemple parfait de la mesure dans laquelle la production de guerre allemande était guidée non par la stratégie, mais par l'urgence du moment. Si vous vous demandez comment distinguer les deux visuellement, la façon la plus simple est les galets de roulement. Le Stug 4 en avait 8 de chaque côté grâce à son châssis Panzer IV, tandis que le Stug 3 en avait 6. Voici maintenant quelque chose de différent. Le Jacques de Panzer IV n'était pas une improvisation. Ce n'était pas un accident politique comme le Ferdinand. Ce n'était pas un bouche-trou d'urgence comme le Stug 4. Le Jacques Panzer IV était le premier chasseur de chars allemands conçu dès le départ comme une machine spécifiquement construite pour tuer, entièrement fermée, à profil bas, sur un châssis de char moyen. Et il intégrait toutes les leçons apprises de 2 ans de combat avec les Stugis, les Marder, les Ferdinand et les Nashorn. Tout ce qui s'était mal passé avec ces véhicules avait informé cette conception. Le résultat était, de l'avis de la plupart, une excellente machine de combat. Il ne mesurait que 1,85 mètres de hauteur, bien plus bas que n'importe quel char sur le champ de bataille. Sa situation d'armement était cependant plus compliquée, et cela illustre un schéma qui se répétait inlassablement dans tout le programme d'armement allemand. L'écart entre ce qui était prévu et ce qui était réellement disponible. L'intention d'origine était de l'armer avec le 7,5 cm à long canon L 70, le même puissant canon utilisé sur le char Panther. Mais ces canons étaient en pénurie critique car le programme Panther consommait chaque exemplaire sortant des chaînes. Les premiers Jacques Panzer IV sortirent donc avec le même canon que le Stug 3 dans l'attente que la disponibilité se rattrape. Et Hitler fut tellement pris par le concept du Jacques de Panzer IV qu'il voulut arrêter entièrement la production du Panzer IV et reconvertir chaque châssis en production de Jacques de Panzer IV. Mais il fut alors convaincu par les généraux de ne pas supprimer le seul char à tourelle qui fonctionnait vraiment et qui pouvait être produit en série. Il vit d'intenses combats à partir du printemps 1944 sur les fronts Est et Ouest, et fut généralement bien considéré par ses équipages. Dans les combats défensifs qui caractérisèrent la dernière année de la guerre, où les véhicules combattaient depuis des positions dissimulées et n'avaient que rarement besoin de se déplacer rapidement sur de longues distances, le Jacques de Panzer IV était sans doute plus utile que n'importe laquelle des conceptions plus lourdes. La production totale dans toutes ces variantes atteignit environ 2000 véhicules,
ce qui en faisait l'un des chasseurs de chars allemands les plus produits après le Stugge 3. Si le programme des chasseurs de chars allemands produisit un véhicule que les historiens militaires s'accordent presque unanimement à qualifier d'excellent, c'est le Jacques de Panthère. Mais alors la question devient, pourquoi davantage de Jacques de Panthère furent-ils détruits par leurs propres équipages que par toute action ennemie? Ils combinaient un canon puissant, un bon blindage et la mobilité du châssis du Panthère en quelque chose qui, dans ces rares occasions où il fonctionnait vraiment et était disponible en nombre suffisant, était presque imbattable sur le champ de bataille. Le mot-clé ici est presque, jusqu'à ce qu'il soit à court de carburant ou de munitions, ou qu'il tombe simplement en panne au pire moment possible et doive être détruit par son propre équipage pour l'empêcher de tomber aux mains de l'ennemi, ce qui arrivait très souvent. Le Jacques de Panthère vit le jour pendant que les Allemands cherchaient la bonne plateforme pour le Pak 43 et que quelqu'un réalisa que le châssis du Panthère pourrait être la correspondance idéale. La superstructure était une casemate bien inclinée, avec 50 mm sur les côtés, également inclinée, une bonne protection tout autour. Les débuts au combat du Jacques de Panthère en Normandie en juin 1944 vous disent tout ce qu'il faut savoir sur le potentiel du véhicule et sur sa malédiction. 3 Jacques Panthère tendirent une embuscade à une formation de chars Churchill britanniques. Dans une brève action, ils détruisirent 14 Churchill, tout en perdant 2 des leurs. Et ces 2 pertes ne vinrent pas de tirs ennemis, mais parce qu'ils tombèrent en panne et durent être abandonnés et détruits par leurs propres équipages. Et cela résume vraiment le Jacques de Panthère. Le taux de production prévu était de 150 véhicules par mois. La production réelle n'en approcha jamais. Les bombardements alliés, les pénuries de matériaux et les exigences du programme du char Panthère signifièrent qu'environ 400 seulement furent jamais construits, répartis sur plus d'1 an de production. Le véhicule n'apparut sur le front de l'Est en nombre réel qu'en janvier 1945, bien trop tard pour changer quoi que ce soit. Et le châssis du Panthère, tout bon qu'il était, portait une faiblesse bien connue qui était en réalité plus grave sur le Jacques de Panthère. Les démultiplications finales, qui transmettaient la puissance du moteur aux chenilles, étaient un point faible reconnu. Et parce que le Jacques de Panthère n'avait pas de tourelle, il devait faire pivoter l'ensemble de la coque pour engager des cibles. Ces pivotements constants imposaient une contrainte énorme sur ces démultiplications qui s'usaient plus vite qu'elles ne pouvaient être remplacées. Les véhicules de production plus tardives reçurent des démultiplications améliorées qui résolvaient partiellement le problème. Mais à ce stade, la guerre était presque terminée. Si le Jacques de Panthère représentait la conception de chasseur de chars allemand à son meilleur, le Jacques de Tiger l'a représenté dans son excès le plus total. Et honnêtement, c'est peu être un euphémisme. C'était le véhicule de combat blindé le plus lourd à entrer en service opérationnel dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'était le seul chasseur de chars allemand qui n'avait rien à voir avec le 75 mm ni avec aucune version du 88. Vous souvenez-vous quand j'avais dit qu'il y avait un véhicule portant quelque chose d'encore plus extrême? C'est lui. Le Jacques Diger emportait le 12 8 cm Pak 44, une arme initialement développée comme canon naval et adaptée pour l'antichar. Le canon était énorme. Le canon seul mesurait plus de 6 mètres de long. Il tirait des munitions en 2 pièces, c'est à dire que le projectile et la charge propulsive étaient chargés séparément, ce qui nécessitait 2 chargeurs et ralentissait considérablement la cadence de tir. Mais la pénétration était stupéfiante. Il pouvait traverser plus de 200 mm de blindage à 1000 mètres. Il n'existait tout simplement aucun char allié en service ou même en développement qui puisse survivre à un impact de cette arme à quelque portée de combat que ce soit. Le canon était trop lourd pour tout châssis plus petit que celui du Tiger II. Et même le châssis du Tiger II dut être profondément modifié pour le porter. La production débuta en juillet 1944 et se poursuivit jusqu'en mars 1945. Mais la production réelle était dérisoire. Entre 70 et 88 véhicules furent achevés selon les archives auxquelles on fait confiance et le poids était au cœur de chaque problème que le Jacques Diger ait jamais eu. Il pesait environ 72 tonnes, propulsé par le même moteur Maybach de 514 chevaux qui peinait déjà à déplacer le Panthère de 45 tonnes. Le canon, toute sa puissance mise à part, créait ses propres problèmes en pratique. Ce canon massif devait être verrouillé dans une position de route lors de tout déplacement parce que les vibrations de la conduite endommageraient les mécanismes de pointage en site et désaligneraient le réglage du canon. Mais le verrou de route ne pouvait être engagé et dégagé que depuis l'extérieur du véhicule. Donc, si un Jacques Diger se déplaçait vers une nouvelle position et rencontrait des forces ennemies de façon inattendue, l'équipage ne pouvait pas tirer avant que quelqu'un ne grimpe à l'extérieur en pleine zone de combat pour déverrouiller manuellement le canon. Les débuts au combat du Jacques Tiger eurent lieu le 4 janvier 1945 lors de l'opération Nordwind.
Et le tout premier Jacques Tiget perdu au combat, le véhicule numéro 134, fut mis hors de combat non par un coup de canon de char ennemi, mais par une combinaison de tirs de bazooka et de coups d'un chasseur de char MAN 36 qui heurtèrent le blindage latéral plus mince du véhicule. L'équipage fut tué. 250 mm de blindage frontal incliné ne servirent à rien parce que la menace venait de côté. Et cela pointe vers ce qui était être le plus grand problème de tous, la qualité des équipages. Fin 1944, les équipages de chars expérimentés étaient morts, blessés ou en captivité. Les remplaçants affectés aux compagnies de Jacques Diguerre étaient pour la plupart à peine formés, peu familiers avec les tactiques blindées et psychologiquement peu préparés au combat. 250 mm de blindage frontal est totalement inutile si l'équipage ne sait pas comment le garder face à la menace, et souvent il ne le savait pas. Environ 80% de toutes les pertes de Jacques Diguerre ne vinrent pas d'actions ennemies, mais de pannes mécaniques, d'épuisement du carburant ou d'abandon par leurs équipages. Pour chaque Jacques Diguerre détruit par une arme ennemie, environ 4 furent détruits par leurs propres équipages pour empêcher leur capture. Et cela continuait encore et encore. Un Jacques Diguerre commençait à se déplacer vers une position de combat, tombait en panne en route, s'avérait impossible à remorquer ou à réparer dans les conditions de terrain et était démoli par son propre équipage. Voici maintenant le grand retournement de situation, mais probablement pas celui auquel vous vous attendiez. Après tout cela, le dernier véhicule de cette histoire est l'opposé de tout ce qui précède. Le Hetzer était petit, bon marché et simple. Il était produit en grand nombre, et étonnamment, il fonctionnait vraiment. Dans les derniers mois de la guerre, il était devenu sans doute le chasseur de chars le plus important de l'infanterie allemande. Non pas parce qu'il était le meilleur, mais parce qu'il était celui qu'il pouvait réellement construire. L'origine du Hetzer se rattache directement à la même crise qui avait engendré ces chasseurs de chars improvisés au début de cette histoire. Des usines oblitérées par les bombardements alliés et les Allemands ayant désespérément besoin d'aligner quelque chose pour combattre les blindés alliés qui avançaient. Ils revinrent donc à la même approche avec laquelle ils avaient commencé, associer ce qui restait. Au lieu d'utiliser le châssis du Panzer 38 pour la production de Marder 3 à ciel ouvert, le nouveau véhicule serait entièrement fermé avec un blindage incliné, un profil bas et le même canon de 75 mm que le Jacques de Panzer 4 et le Stuge 3. La désignation officielle était Jacques de Panzer 38. Le nom Hetzer n'était jamais officiel, mais il s'imposa et aujourd'hui il est universellement connu sous ce nom. Le véhicule qui en sortit ne mesurait que 1 mètre de hauteur et pesait environ 16 tonnes, le rendant plus petit et plus léger que la plupart des chars moyens qu'il affronterait. Le blindage frontal était de 60 mm, incliné à 60 degrés par rapport à la verticale, lui offrant une protection respectable de face, mais le blindage latéral n'était que de 20 mm, ce qui signifiait qu'un impact de pratiquement n'importe quoi sur le côté ou l'arrière traverserait de part en part. L'équipage de 4 hommes siégeait dans un intérieur exigu disposé en rangée sur le côté gauche du véhicule. Quand je dis exigu, j'entends scandaleusement exigu. Et malgré toutes ces limitations, le Hetzer était efficace au combat, surtout dans son rôle prévu, qui était de tendre des embuscades aux colonnes de chars alliés en progression depuis des positions dissimulées, avec un canon encore suffisamment puissant pour faire le travail aux portées où il combattait. Dans les derniers mois de la guerre, le Hetzer était produit plus vite que tout autre chasseur de chars allemand. Et dans une guerre d'usure que l'Allemagne était en train de perdre, cela comptait davantage que les performances individuelles de n'importe quel véhicule sur une fiche technique. On peut regarder l'arc entier de cette histoire, du Panzerjäger Ier avec son canon tchèque boulonné sur un char obsolète, en passant par les Marder, par le Stuge 3 trouvant sa vraie vocation, par le Nashorn et le Ferdinand et leurs échecs s'opposer, par l'excellent mais peu fiable Jacques Panther, jusqu'à l'excès absurde du Jacques Diguerre. Et tout revient au même point de départ. Un canon monté sur le premier châssis disponible, construit aussi vite et aussi bon marché que possible, et envoyé au front parce qu'il n'y avait rien d'autre.